Salut, salut! Bienvenue dans le dernier épisode du Journal d'un ténor, saison 3. Ah! Quelle saison! On termine sur les chapeaux de roue avec la production dans laquelle j'ai participé en décembre dernier, Die Fledermaus, de Johann Strauss 2. Oui, c'est très précis, 2. Avant de commencer, une petite parenthèse s'impose. Die Fledermaus est une opérette de Johann Strauss 2, composé en 1874. L'histoire, Gabriel von Eisenstein est invité à un bal masqué organisé par le prince Orlovski. Mais il ignore qu'il est victime d'un piège monté par son ami Falk pour se venger d'une vieille plaisanterie. Une histoire de costume de chauve-souris du docteur Falk qui se trouve à dormir dans le caniveau, bref, voilà, tout le monde s'est foutu de lui. Et du coup, il veut se venger de Gabriel von Eisenstein. Au cours de la soirée, les identités se mélangent grâce au déguisement, entraînant des situations comiques et des malentendus amoureux. Finalement, la vérité éclate, les tromperies sont révélées. Mais tout se termine dans la bonne humeur et le pardon général, car c'était soi-disant la faute du champagne. De toute façon, c'est toujours la faute du champagne. L'esprit festif et léger de l'opérette jusqu'au bout. Un univers léger, festif, plein d'une élégance presque insolente, mais terriblement exigeant. Parce que derrière ce brillant apparent, cette légèreté de façade, il y a une précision redoutable. Le rythme, le jeu, les dialogues, et surtout une intelligence collective que rien ne peut remplacer. Une fin d'année comme je les aime, grandiose, élégante, et surtout festive. Mais derrière cette ambiance presque magique, une question m'a habité pendant toute la production. Une question simple et pourtant sans réponse facile. Est-ce qu'on peut vraiment être un bon musicien si on ne comprend pas toujours ce qu'on joue ? Je plante le décor. Décembre 2025, je suis dans les chœurs de l'ORW à Liège, en pleine production de Die Fledermaus. Le rythme est intense. On enchaîne la musique, la mise en scène, les répétitions. Et très vite, une évidence s'impose. Dans l'opérette, chanter juste ne suffit pas. Il faut réagir, comprendre, être vivant. Sinon, tout retombe comme un soufflet. Je me souviens particulièrement de l'acte 2. On était plongé dans un décor de cabaret, quelque part entre une ambiance parisienne et un grand show hollywoodien. Mention spéciale à Olivier Lepelletier qui a mis en scène de manière cinématographique la production. Allez voir son travail, il est superbe. Et en plus de ça, il est régisseur général au Moulin Rouge. Sur scène, ça bougeait dans tous les sens. Certains chantaient, d'autres jouaient. Et nous, dans le chœur, on devait exister en permanence. Discuter, observer, réagir, tout en restant parfaitement synchronisé. Parce que dans ce type de spectacle, rater une intention, manquer une émotion, et c'est toute la scène qui s'effondre. Au début, j'étais très concentré sur moi-même. Je travaillais le texte, le rythme, mes entrées, stressé aussi à l'idée d'être un peu à côté de la plaque. Alors je faisais tout pour être propre. Même dans le jeu, j'essayais d'être expressif, parfois un peu trop, pour que ça paraisse naturel aux yeux du public. Dans ma tête, j'étais bon. Mais en réalité, il manquait quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il manquait quelque chose à ce moment-là. Et là, le déclic est arrivé d'une manière que je n'avais pas anticipée. Je suis tombé malade pendant les premières répétitions. Oui, je sais, moi aussi ça m'arrive d'être malade. Même si je porte des écharpes à 15 degrés, ça m'arrive d'être malade. Extinction de voix progressive, impossible de chanter correctement, la frustration d'abord, la déception ensuite, puis un choix s'est offert à moi. Plutôt que de subir, j'allais en profiter. J'allais commencer à écouter, mais vraiment écouter. Le cœur et le chef. Les intentions, les réactions, les dynamiques. Ce qui m'a beaucoup servi pendant mon travail de mise en scène, car j'ai pu par la suite me focaliser sur le jeu plutôt que sur la technique. Et c'est aussi pendant cette période que j'ai vraiment eu de la chance de côtoyer Jordan Witherspoon Pitts.
alias Creatine Price, que j'admirais depuis un moment déjà. J'avais suivi son travail de loin et quand j'ai su qu'il serait sur cette production, c'était une chose qui m'avait rendu la perspective encore plus excitante. Par contre, ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'on allait autant se parler. On a échangé sur nos parcours respectifs, nos visions, nos doutes, au point de passer de simples collègues à quelque chose qui ressemble davantage à une amitié. Et c'est rare cette confiance qui s'installe assez vite pour qu'on ose se montrer vulnérable. Je lui ai parlé de mes craintes en tant que musicien, de mes doutes les plus profonds, et il a été d'une remarquable écoute, avec des conseils d'une justesse que je n'attendais pas forcément, une oreille précieuse au bon moment. Ces échanges avec lui m'ont obligé à sortir de ma bulle, à voir ce que seul je ne voyais pas. Et c'est là que j'ai compris. Quand je chantais, c'était juste. Mais c'était trop musical. Pas assez vivant. Pas assez incarné. Ce qui me manquait, ce n'était pas la technique. C'était la compréhension. Comprendre l'œuvre, le texte, ce que je raconte. Et surtout pourquoi. Parce que sans cette compréhension, le jeu reste vide. Propre peut-être, mais vide. Mais voilà, cette période ne m'a pas marqué uniquement sur le plan artistique. Elle m'a aussi touché humainement, profondément. J'ai perdu un collègue, voilà, Pierre Gatier. Une basse profonde avec un timbre comme j'en avais rarement entendu. On avait eu l'occasion d'échanger quelques fois. Et même sur le peu de temps que je l'ai connu, c'était quelqu'un qui m'impressionnait énormément. Sa présence, sa maîtrise musicale, ça marquait. Et après sur scène, ça manquait. Et pour moi, le deuil et le chant, bon, c'est une relation un peu compliquée, particulière. Quand j'ai perdu ma grand-mère quelques jours avant Noël, il y a un peu plus de 10 ans, j'avais le besoin viscéral de chanter quelque chose pour son enterrement. Comme si la musique pouvait dire ce que les mots ne suffisaient pas à exprimer. Mais c'est justement à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose de difficile à admettre. Je ne faisais pas mon deuil. Enfin, pas vraiment. Pas en même temps que les autres en tout cas. J'étais focalisé sur les mauvaises choses, la performance, sur le fait que j'allais chanter, sur comment je voulais lui rendre hommage à travers ma voix, ne pas la décevoir, même si ma meilleure amie m'a accompagné ce jour-là en chantant avec moi, au lieu d'être simplement là, présent dans ma peine. Je m'étais alors fait une promesse, silencieuse mais ferme, ne plus jamais chanter pour le décès de quelqu'un que je connaissais. Et puis voilà, la vie a fait que. Parce que quand j'ai appris la disparition de Pierre, j'étais en route pour retrouver ma famille pour les fêtes de Noël. En route vers la joie, les retrouvailles, la chaleur des fêtes. Et d'un coup, tout s'est figé. Les souvenirs sont remontés. Cette promesse que je m'étais faite aussi. Pourtant, quelques jours plus tard, j'étais sur scène. Le rideau se lève. Le rideau se lève toujours, de toute façon. Impossible de s'arrêter. Impossible de fuir. Il fallait chanter, sourire, exister, en tout cas. Et cette fois, aucune promesse ne pouvait me protéger, que je le veuille ou non. Alors j'ai fait autrement. J'ai compris que le meilleur hommage que je pouvais lui rendre, ce n'était pas un geste particulier, ni une note tenue plus longue que les autres. C'était de faire mon travail du mieux possible, d'être concentré, engagé, juste. Pas seulement techniquement, mais humainement aussi. Et c'est peut-être ça pour moi la vraie leçon de cette période. Ces semaines m'ont changé, pas seulement dans mon rapport au deuil, mais dans mon rapport à tout. À partir de là, quelque chose a changé dans ma façon de travailler. Progressivement, je me suis mis à chercher à comprendre les œuvres avant de me concentrer sur la musique, à m'imprégner du contexte, des intentions, des émotions, à écouter les autres, mais aussi à m'écouter moi-même, à voir mes lacunes sans les fuir, à accepter que je ne sais pas tout. Et au final, cette production m'a appris bien plus que du chant. Elle m'a appris quelque chose sur le musicien que je veux devenir, mais aussi sur la personne que j'ai envie d'être. Alors voilà ce que je retiens de Die Fledermaus. La technique,
ça se travaille. La rigueur, ça se construit. Mais la compréhension, celle qui donne vie à ce qu'on joue, qui transforme des notes en quelque chose de vrai, elle ne vient pas d'un solfège ou d'une répétition en plus. Elle vient de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse, des gens qu'on rencontre, des deuils qu'on porte, des conversations qu'on ose avoir aussi autour d'un quadruple expresso parce que, je cite, « Vos cafés sont pas assez forts ici en Europe » et d'un match à latte avec quelqu'un en qui on a confiance. On peut passer des années à être irréprochable et à passer à côté de l'essentiel. Parce que la musique, au fond, ne demande pas d'être parfaite, elle demande d'être présent. Merci à vous tous pour votre écoute. Cet épisode était sûrement l'un des plus durs que j'ai enregistré. Je me suis reconfronté à mes vieux démons que je pensais loin depuis longtemps. C'est aussi ça le journal d'un ténor. Faire face à ses propres souffrances, les écrire, vous en parler, pour au final avancer. Je suis extrêmement reconnaissant envers vous qui m'écoutez, que vous soyez 10, 100, 1000 ou même 1. Je suis si heureux de pouvoir partager mon expérience et mon chemin avec vous. Enfin bon, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle saison. Bisous!